d'aborder. Donc effectivement, je suis anthropologue au Muséum d'histoire naturelle, laboratoire qui s'appelle PALOC. Donc je suis maître de conférence habilité à diriger des recherches. Et je travaille sur des questions, disons, de rapport à l'environnement et notamment de rapport humain-plante, mais avec une entrée d'anthropologie des techniques assez marquée. Donc merci Sandra d'abord de m'avoir invité ici. Comme je vous disais, je ne suis pas philosophe ni non plus philosophe des sciences, mais plutôt alors donc anthropologue des techniques. Je ne travaille pas, donc il faut le dire, sur les pratiques scientifiques, mais sur des questions qui concernent néanmoins la biologie. Donc autant dire en somme que je me situe dans une continuité de voisinage un petit peu avec vous, et c'est à ce titre quand même que j'étais heureux de venir échanger aujourd'hui. Par ailleurs, je m'intéresse aussi aux questions philosophiques que pose l'anthropologie, ou d'ailleurs peut-être que c'est le contraire, c'est la philosophie qui se pose des questions anthropologiques, je ne sais jamais trop. Et je travaille en particulier, donc je vous disais, sur les techniques aussi, avec un présupposé philosophique en fond qui découle d'une observation anthropologique et peut-être phylogénétique, à savoir que la technique précède la science, ou peut-être que la science est subordonnée à la technique. Donc ma présentation aujourd'hui, elle va être, comme je vous disais, assez didactique et inductive. Alors d'une part parce que c'est quand même la manière que l'anthropologie a de procéder, cette façon empirique et inductive, traditionnellement, mais aussi parce qu'il me semble qu'il y avait parmi vous, de ce que j'avais cru comprendre, des intérêts pour les matérialismes, et j'avais envie de tester un peu une interprétation matérialiste que j'essaie de pousser assez loin pour voir aussi où elle me mène, donc avec un peu d'aventure, d'esprit aventureux sur lequel je reviendrai à la fin. Mais la première partie sera vraiment basée sur une exploration matérialiste et empiriste. Et enfin, la toute dernière partie de mon intervention, j'essaierai un petit peu, peut-être d'entrer dans des considérations un peu plus exploratoires, expérimentales, je ne sais pas, qui me semble important d'avoir assis au préalable, donc sur une base un peu solide. Alors le point de départ de ma réflexion et de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il est vitivinicole, et c'était évoqué dans mon titre, et plus précisément il s'agissait d'un intérêt assez ouvert pour l'émergence et le succès relatif, mais quand même néanmoins visible, dans la France contemporaine et même au-delà dans le monde, de vins que l'on appelle encore aujourd'hui des vins nature ou des vins naturels. Alors vous avez toutes et tous entendu parler de ces vins et du mouvement émergent dont ils sont le produit, bien sûr. Vous savez peut-être, mais je le rappelle, qu'on situe en général l'origine de ce mouvement dans les régions du Beaujolais et de la Loire en France au tournant du millénaire. Mais c'est un mouvement qui s'est ensuite étendu, donc je vous disais, partout en France, en Europe et étendu dans le monde. Il y a des vignerons japonais aujourd'hui qui, au Japon, font des vins de type nature, naturel, sans soufre. Donc je ne m'attarderai pas aujourd'hui, pas longuement en tout cas, sur les adjectifs de nature et naturel. Néanmoins, ils sont intéressants parce qu'ils traduisent deux visions assez, disons, antagonistes de ces vins. L'une qui est donnée, à mon sens, par le terme naturel, qui est une vision plutôt, disons, essentialiste et plutôt moderne au sens large, qui sous-entend l'idée qu'un vin naturel, c'est un vin de plus haut degré de naturalité. L'autre point de vue est plutôt décrit, je trouve, par l'adjectif nature, qui fait référence à des attributs qui ne sont pas substantiels, mais plutôt pragmatiques. Autrement dit, l'adjectif nature décrit la façon que ces vins ont de se présenter, d'apparaître, quelque chose comme leur expression spontanée. Alors il y a bien entendu des liens entre les qualités substantielles des vins et leurs qualités pragmatiques, mais quoique ce soit des liens étroits, ce ne sont pas nécessairement des liens directs, ni des liens de cause à effet, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et il me semble important de faire, en tout cas de rappeler la nuance. À titre personnel, je préfère la locution de vin nature parce qu'elle rend, je trouve, mieux compte de ce dont il s'agit. C'est aussi la locution que le sens commun me semble avoir fini par privilégier dans cette histoire. Et notamment, donc, elle rend compte de la façon dont sont organisées aussi les chaînes techniques préalables à ces vins, en fonction plutôt, donc, elles sont tendues, disons, vers une finalité pragmatique plutôt que vers une finalité essentialiste, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, il faudrait en arriver, à travers un certain nombre de techniques, à produire des vins, développer des vins qui puissent s'exprimer de manière spontanée. Et néanmoins, aujourd'hui, pour le besoin de mon propos, c'est encore une autre manière de parler de ces vins que je vais privilégier, c'est celle que j'ai choisie, que j'avais mis dans mon titre, en les qualifiant d'un point de vue technique, pour le coup, pour ce qui sont fondamentalement, essentiellement des vins sans soufre ajouté, sans SO2, si je voulais être exact, donc sans dioxyde de soufre, mais par commodité, j'utiliserais sans soufre. Donc il se trouve en effet que ces vins ne contiennent presque jamais, j'insiste là-dessus, j'y reviens, de soufre ajouté, ou pour être plus exact, de dioxyde de soufre.
C'était un point de départ revendiqué par les pionniers du vin nature en France, ne plus ajouter de soufre, ou du moins je vais y revenir, ne presque plus en ajouter. Et c'est aussi aujourd'hui le plus petit dénominateur commun de ces vins. On va voir en effet que l'univers des vins nature naturels, il est extrêmement hétérogène, diversifié, très peu normé, et je soutiens que du point de vue de la description et de l'intelligibilité du phénomène et de cette diversité, de cette hétérogénéité, le qualificatif de vin sans soufre est plus heuristique. Peut-être que certaines parmi vous me feront remarquer à juste titre au préalable que certains vins industriels aujourd'hui ne contiennent plus de SO2, ce qui est vrai. Mais mes amis vignerons diraient toutefois que ces vins-là ne respectent pas l'esprit des vins nature avant de ne pas être des vins nature. Et cette idée d'esprit des vins nature, elle est intéressante, elle revenait assez souvent, elle témoigne d'un principe très structurant dans l'univers de ces vins, la quasi-absence de normativité par ailleurs. Et souvent, comme je le disais avec l'adjectif nature, c'est l'expression du vin qui a tendance à primer. Et on s'accommode finalement assez bien du fait que certains et certaines, dans certains cas, vont ajouter quand même, malgré tout, parfois, finalement, un peu de soufre. Tant qu'il s'agit de doses raisonnables et que l'on peut considérer que quelque chose comme l'esprit du sans soufre est respecté, ça passe. Ou ça passait parce que c'est en train de changer à mesure qu'on assiste justement à ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'une normalisation progressive du domaine, lente mais néanmoins certaine. En dégustation, par exemple, il va être plutôt rare, par exemple, qu'on s'attache à vérifier ou à discuter du fait que le vin contient effectivement ou non pas de soufre. On va plutôt s'assurer qu'il est typé nature, par exemple, où on dira que tel vin est très nature, qu'il a un profil nature. Ce qui veut dire en gros qu'il a cette expression spontanée, souvent inattendue, qu'on attend de ces vins-là, qu'il est sans maquillage, c'est aussi un terme qu'on emploie beaucoup en dégustation, il n'est pas maquillé, qu'il est aussi peu conventionnel, et donc qu'il se donne comme ça et qu'il est dans sa spontanéité. Donc préséance à nouveau de l'expression pragmatique sur le jugement essentialiste. Et c'est un schème qu'on retrouve, je vous le disais, comme motif un peu transversal dans tout l'univers de ces vins, sous la forme notamment de ce qu'on pourrait appeler une obligation de fin plutôt qu'une obligation de moyens, même si c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'on a plutôt cette idée du vin vers lequel il faut aller, mais techniquement, on n'a pas de schèmes qui sont vraiment préétablis. Et il y a beaucoup de liberté au niveau des moyens, ce qui participe beaucoup à la profusion et à la diversification de cet univers. Par ailleurs, et plusieurs vignerons me l'ont fait remarquer, la fermentation alcoolique, elle produit elle-même du soufre d'elle-même. Et ce que disaient ces vignerons, je trouve le terme, un de ces vignerons un jour m'a dit, je trouve la phrase assez jolie, il m'a dit « le vin se protège de lui-même ». Parce que le soufre, évidemment, protège. Donc, en même temps, cette idée que le vin se protège de lui-même et qu'il produit du soufre, c'était aussi une manière pour lui de se dire que finalement, s'il lui donnait un petit coup de pouce en plus à l'occasion, s'il rajoutait encore un tout petit peu de soufre, c'était pas non plus une complète trahison, c'était d'aller dans le sens des choses, c'était pas contre nature. Mais plutôt donc une contradiction avec laquelle on peut s'accommoder. Tout ça pour dire donc à nouveau et pour insister sur le fait que quand je dirais vin sans soufre ou sans sulfite, c'est en ayant une parfaite conscience de ces innombrables nuances, contradictions, mais qui sont relativement bien assumées. Et avec l'idée, comme je vous l'ai dit, que l'absence totale ou relative de soufre ajouté ou la volonté d'en utiliser le moins possible est quand même le plus petit dénominateur commun de ces vins. Bon, et disons donc au départ, quand je travaillais sur ces vins, que beaucoup de mes collègues, notamment anthropologues et sociologues, qui s'intéressaient à l'émergence, donc ce mouvement qui a été assez remarquable, qu'on a vu apparaître très vite, qui s'est développé, et ils s'y intéressaient évidemment, comme on le fait spontanément dans nos disciplines, plutôt comme un phénomène social, a priori, ou du point de vue, disons, idéologique. Et ce que j'ai fait un peu au départ, pour prendre le contre-pied des libérés, c'était et c'est l'itinéraire que je vais vous retracer maintenant, c'était de proposer une lecture très matérialiste, aussi parce que je travaillais avec des vignerons et je les voyais dans leur cave composée avec ces vins. Et je trouve que c'était vraiment intéressant de voir finalement les choses de ce point de vue-là. Donc le soufre, c'est quoi? Pour le dire très vite, j'imagine que vous le savez, mais quand même, le SO2, c'est un conservateur assez remarquable qui est utilisé dans tout l'agroalimentaire aujourd'hui. C'est aussi un stabilisant remarquable et c'est un antiseptique remarquable, extrêmement efficace et très peu onéreux.
Ce qui fait que c'est quelque chose qui est abondamment utilisé en viticulture, mais j'y reviendrai avec un peu d'histoire tout à l'heure. Et donc ce qui a attiré mon attention au départ, dans un premier temps, quand je travaillais avec ces vignerons qui enlevaient le soufre de leur vin, ou qui essayaient de l'enlever, ou qui tendaient à l'enlever, c'était d'observer que le fait d'enlever le soufre au vin, ce que ça leur faisait faire précisément. Et ce que ça faisait, pour le résumer, parce que je vais forcément résumer, c'était que ça leur demandait plus d'attention, plus de stress aussi, mais en même temps, et par ailleurs, plus de réflexivité et plus de ce qu'on pourrait appeler de plaisir épistémique, de plaisir de chercher, de se poser des questions, de faire recherche. Sans soufre, le vin devenait évidemment plus instable, beaucoup plus instable, plus imprévisible, beaucoup plus imprévisible, plus singulier aussi, par conséquent, et ça favorisait donc aussi une forme d'individualisation des traitements, mais aussi des vins, de singularisation. Le motif de la singularité, de l'individualité, il est très fort dans cet univers-là. Mais en même temps, il y avait aussi plus de pertes, évidemment, plus de mauvaises surprises aussi. Et donc, en somme, les vignerons-vigneronnes s'imposaient une relation plus incertaine et plus risquée, délibérément, plus compliquée aussi, mais d'un autre côté, c'était aussi une relation plus étonnante, plus intense, plus riche, plus épistémiquement satisfaisante, et c'est ce qu'il et elle disaient. Et donc je parlais de ce plaisir épistémique, et c'était vraiment central. Enlever le soufre au vin, c'était en quelque sorte se donner la possibilité d'être dans une démarche d'enquête permanente, dans le plaisir d'enquêter, au sens de John Dewey. Alors ce qu'ils faisaient en somme ces vignerons, et ce qu'elles faisaient, c'était donc de renouveler les formes de leur attention, mais aussi les formes d'accompagnement technique du vin, parce qu'évidemment il fallait adapter toute l'œnologie, en quelque sorte, toute la viniculture. Et enfin, c'est important, ils traduisaient ces changements à la fois dans les vignes, dans la viticulture, on va dire, d'un côté, et dans le domaine de la commercialisation de l'autre, des champs, depuis les vignes, jusque dans les verres, en somme. Par exemple, l'instabilité croissante du vin, sa contingence, elle les amenait à chercher de nouveaux cépages, susceptibles de compenser, par exemple, pour partie, le déficit de conservation. Des cépages qui pourraient, entre autres, amener plus d'acidité. C'est un exemple assez fréquent parce que l'acidité facilite un peu la conservation et elle est moins désagréable à boire que les tanins qui facilitent aussi la conservation. Mais de l'autre côté, j'évoquais le marché, la commercialisation. Et ce qui s'est passé très clairement, qui était aussi intéressant, c'est qu'il aura fallu trouver des marchés. Et de ce côté-là, les deux grandes tendances, là je parle en termes de tendance, puisque je résume, ça a été d'une part une relative relocalisation de la commercialisation, parce que les vins sans soufre, vous ne pouvez pas les envoyer à l'autre bout du monde, ou disons, vous pouvez les envoyer, mais les risques augmentent avec la distance, et les coûts aussi, les pertes, ça coûte extrêmement cher de le faire dans de bonnes conditions, donc vous avez plutôt intérêt à écouler les stocks à proximité et rapidement, et d'ailleurs vous ne pouvez pas stocker au-delà, disons grosso modo, d'une année en moyenne, contrairement aux vins plus traditionnels. Et par ailleurs, vous pouvez donc plus trop stocker, ou en tout cas vous ne pouvez pas stocker 10 ans, vous ne pouvez pas stocker 2 ans, vous pouvez difficilement stocker, il faut les boire quand même en moyenne très très vite ces vins. La temporalité des vins sans soufre, elle est de 1 à 2 ans en moyenne, elle est beaucoup moindre que celle des vins traditionnels, et donc il faut les vendre vite. Et de fait, et c'est intéressant, les vins sans soufre ont au départ beaucoup bénéficié du marché parisien, et plus généralement des sociabilités, disons, ludiques, apéritives, urbaines. Ça tombait bien d'une certaine manière, alors, je ne sais pas où est l'œuf et la poule, mais les urbains voulaient des vins à boire rapidement, et si vous allez dans les caves parisiennes, mais les gens ils viennent, ils veulent une bouteille à boire tout de suite, pas des trucs à garder comme on disait avant. Donc ils voulaient des vins à boire rapidement, à l'apéro, en terrasse, avec les amis, ce soir, etc. Des vins plutôt légers, moins alcooleux, plus d'acidité, moins de tanins, etc. Ils ne voulaient pas du tout garder les vins, et ce sont certainement des qualités que les vins sans soufre permettent de pouvoir être bu rapidement, d'être aussi moins alcoolisés. On pourra revenir sur les raisons qui expliquent tout ça, mais tout ça va ensemble. Donc ça pour dire, si vous voulez, que moi je me suis intéressé à l'émergence de ces vins depuis les vins, plutôt que depuis les humains, ou même les discours sur les vins au départ. Et il est apparu que beaucoup donc, des spécificités des mondes associés au vin sans soufre, de tous ces univers-là que je viens de vous décrire à grands traits, étaient précisément associables à cette absence de soufre et à la contingence, à la variabilité, à l'impermanence que les vins impliquaient, à leur incertitude, à leur fragilité aussi, et à leur variation. Tout ce niveau d'attention que j'évoquais tout à l'heure, ces formes du marché, l'économie elle-même a changé, les prix ne sont plus du tout les mêmes gammes tarifaires que dans les vins traditionnels, etc., etc.
Comme dernier élément, je pourrais évoquer très vite les formes d'esthétique associées à ces vins, qui va être plutôt, justement, je vous disais que le motif de la singularité est très présent dans ces univers-là, mais une esthétique que moi j'appellerais une esthétique de l'incertitude, une esthétique de la surprise, une esthétique donc de la singularité, quelque chose de très différent, je vais y venir, que des canons qu'on avait plutôt à l'œuvre jusque-là, disons, on va dire, dans la frange un peu plus traditionnelle des vins. Donc vraiment deux manières très différentes de déguster. Un vin sans soufre, quand vous ouvrez la bouteille, il change tout le temps, il est en prise avec l'oxygène, il s'oxyde beaucoup plus vite, et donc vous allez ouvrir la bouteille, vous allez avoir en 1 heure à peu près 10 vins différents, il évolue sans arrêt à une vitesse quand même assez importante. Ce qui fait que du coup, on va plutôt goûter cette évolution, les surprises qu'elle réserve, le sens dans lequel le vin va, que goûter le vin, j'y reviendrai, comme on goûte un tableau, comme on faisait avant, avec une description assez arrêtée de ce dont il s'agit. Donc plutôt un vin construit dans une forme de linéarité. Moi, j'aimais bien l'image de le roi Gourand, qui était du chasseur qui suit une piste, plutôt que le vin plan, un petit peu, qu'on analyse avec du recul et de la distance. Donc, en proposant ça, comme ça, une lecture matérialiste d'un phénomène que l'on interprétait de façon surtout idéaliste ou sociale, ce que j'ai pu montrer, c'est que donc les grandes tendances que l'on attribue en général à l'émergence de ces vins, qui sont l'hétérogénéisation, la diversification aussi bien variétale que technique, la diminution de la taille des unités de production, la relocalisation de la production et du marché, etc., les formes d'économie, tout ça pouvait être finalement rattaché à la matière vin sans conservateur. Et l'on pourrait ajouter pour finir aussi donc la capacité de ces vins à échapper aux formes de normalisation et au contrôle politique, ce qui est un point qui, à titre personnel, m'intéresse beaucoup. Parce que c'est très compliqué, en fait, de normaliser quelque chose qui, par définition, est censé ne pas être normalisé et bouger tout le temps. Donc les vins sans soufre sont intrinsèquement anarchistes, si j'ose dire. Du point de vue du pouvoir, ils manquent de docilité, ils manquent de lisibilité. Et il y a tout un mouvement qui consiste à essayer aujourd'hui d'essayer de les refaire rentrer dans un certain nombre de cases, notamment en labellisant, ce qui, à mon avis, est une bêtise, mais on pourra en reparler un peu plus tard. Bon, à compter de ce moment de mes enquêtes, donc je me suis mis à faire un peu d'histoire parce que finalement, ce qui est apparu, c'est que le fait d'enlever le soufre, le SO2 au vin, c'était d'une nouveauté très relative. Je vous disais que le mouvement des vins sans soufre, donc il a émergé il y a une vingtaine d'années en France, mais en réalité, jusqu'à la fin du 19e siècle, en gros, l'immense majorité des vins, tous même quasiment, étaient réalisés sans soufre, sans SO2 en tout cas, et sans conservateur. Alors les vertus du soufre, bien sûr, on les connaissait depuis l'Antiquité, mais on l'utilisait surtout en viticulture, c'est-à-dire dans les vignes, comme traitement notamment de certaines maladies fongiques. On n'avait pas la forme de conditionnement qui permet d'utiliser le soufre et de l'ajouter au vin et de stabiliser le vin. Donc quand on essayait de l'utiliser en œnologie, c'était vraiment très problématique. Et dans les faits, on l'utilisait que de manière expérimentale, mais on ne l'utilisait jamais. Donc la maîtrise de l'usage du soufre, si vous voulez, et surtout de son conditionnement, je vais y revenir, sous forme liquide, de ce liquide transparent que le SO2, elle est extrêmement tardive, et je voudrais un peu vous raconter maintenant comment cet usage s'est à un moment, et pour un temps, donc généralisé. On verra au passage que les mondes viticoles d'avant le soufre avaient aussi beaucoup de traits communs avec les mondes contemporains du vin sans soufre. Alors moi, je ferais commencer l'histoire au milieu du 19e siècle, parce que bon, c'est un moment charnière, vous vous en doutez, et parce qu'on possède aussi à cette période un état des lieux assez exhaustif de la vitiviniculture française. Et cet état des lieux, il a été réalisé par Jules Guyot, qui était un agronome, médecin, physicien français, à la demande du gouvernement de Napoléon III, et c'est un détail important sur lequel je reviendrai. Mais sur le fond, d'abord, cet état des lieux, qu'est-ce qu'il dit ? Il a l'intérêt de montrer, à nouveau dans les grandes lignes, mais une France vitivinicole extrêmement hétérogène et diverse, de tous les points de vue. Et c'est quelque chose qui émerveille parfois Guyot, qui exalte un peu cette diversité des pratiques, des cépages, des techniques, sa résilience, la résilience du modèle, il parle beaucoup, etc. Mais on sent bien aussi, et c'est là que c'est un témoignage charnière, et puis évidemment il a été mandaté pour ça, mais on sent bien aussi que Guyot commence à se dire quand même que cette diversité, elle est un peu trop anarchiste, en l'occurrence, que les modes de transmission ne sont pas systématisés, qu'à tel endroit ça manque de sélection de cépages, que finalement les gens font un peu ce qu'ils veulent, et que bon, il faudrait un petit peu ordonner tout ça et rationaliser un peu. Rationaliser bien sûr pour améliorer la production et la commercialisation, car c'est bien de cela dont il s'agit, c'est ça la raison principale au départ, développer l'économie et le commerce.
Cette ambiguïté de Guyot, elle peut être rapportée factuellement au fait qu'il a été mandaté, Guyot, par le gouvernement de Napoléon III. Je vous le disais, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au milieu du 19e siècle, Napoléon signe des traités commerciaux, et notamment un traité de libre-échange avec l'Angleterre, qui est un pays riche et friand de vin depuis longtemps. Il y a déjà des exportations vers l'Angleterre, mais quand même, là, il se dit qu'il va falloir un petit peu passer la vitesse supérieure et développer le marché, et donc exporter plus de vin, et l'exporter dans de meilleures conditions, surtout pour avoir moins de pertes. Et donc, après cette décision, après la signature de ce traité, il va mettre en place notamment des concours agricoles dans toute la France pour essayer d'identifier des manières de faire qui seraient susceptibles d'être généralisées. Mais il va aussi faire appel à 2 savants. Donc, un des savants, c'est Guyot, je viens de l'évoquer. Et donc, Guyot, lui, il a évoqué de faire un état des lieux, en quelque sorte, et des préconisations plutôt agrotechniques, donc sur le domaine viticole. Et le deuxième savant, vous le savez peut-être, c'est Louis Pasteur, à qui Napoléon va demander d'inventer un procédé de conservation pour pouvoir commercialiser le vin plus efficacement, pour pouvoir le transporter plus efficacement, et donc qu'il puisse donc supporter d'une certaine manière cette ambition de développer le commerce. En réponse, Pasteur invente la pasteurisation pour le vin, donc au départ, et lui estime que le problème est réglé. Donc la pasteurisation, bon, elle n'aura jamais le succès escompté dans l'univers des vins. Quoique, c'est intéressant de le dire quand même, elle revient aujourd'hui par la porte de derrière dans l'industrie, notamment avec ce procédé qu'on appelle flash pasteurisation, qui sont des énormes appareils où le vin est pasteurisé, chauffé à une vitesse très rapide et refroidi très rapidement. C'est des énormes machines avec des sortes de boudins comme ça. Mais la raison de l'échec de la pasteurisation, en tout cas au moment de Pasteur, j'en vois probablement 2, même si je ne m'éterniserai pas là-dessus. La première, c'est que, évidemment, la pasteurisation, elle n'est pas sélective, contrairement au soufre. D'abord, le soufre, on peut doser, et le soufre, il est plus, disons, il sélectionne certaines levures plutôt que certaines autres. Il a tendance à être plus sélectif, mais voilà, la pasteurisation, elle tue tout, à peu près. Et par ailleurs, la pasteurisation, elle est difficile à mettre en œuvre avec des très grandes quantités de liquide. D'un point de vue technique, c'est quand même très compliqué. Mais ce qui m'importe finalement là, avec ces exemples, c'est que donc, on est au milieu du 19e siècle et c'est que le ton est donné. Il va falloir rationaliser cette viticulture pour mieux commercialiser le vin. Il va falloir la professionnaliser, ça aussi Guyot le dit, la spécialiser. L'invention déterminante en l'espèce, donc je vous disais, en tout cas l'invention technique, le progrès œnologique, entre guillemets, déterminant, elle va arriver donc un peu plus tard et on la doit à l'industrie chimique et pharmaceutique de la fin du 19e siècle. Vous savez probablement, évidemment, et c'est encore le cas aujourd'hui, qu'au départ, l'œnologie, c'est une discipline de la pharmacie. Aujourd'hui encore, il y a des universités, des facs d'œnologie, des diplômes d'œnologie dans les facultés de pharmacie. On est resté avec ça. Et donc, cette industrie, à la fin du 19e siècle, qui va trouver donc mieux que Pasteur et qui va mettre au point ce conservateur que je qualifierais de magique, entre guillemets, le SO2 liquide. Et donc magique parce qu'il est simple d'usage, comme je vous dis, c'est un bidon, c'est rien du tout, il est peu onéreux et il est presque insipide d'un côté. Mais d'autre part, surtout parce qu'il est extrêmement efficace. Et le SO2 liquide, il va permettre donc de stabiliser, de conserver le vin beaucoup mieux, il va permettre de le transporter, il va permettre de le vendre et il va aussi permettre de capitaliser dessus dans un pas de temps un peu plus long, dans le temps d'une vie humaine, voire même d'un lignage. Et donc à compter de ce moment, on va pouvoir très bien stocker le vin avec beaucoup moins de pertes par le passé et le valoriser aussi dans le temps, le conserver sans trop de risques, le gérer, l'administrer, etc. Alors bien entendu, le soufre, il n'est pas tout seul dans cette histoire, je m'en sers un peu comme d'exemple central, à définir le changement. On pourrait ajouter d'un point de vue technique, par exemple, les levures chimiques, qui ont aussi beaucoup changé les méthodes de vinification et l'œnologie, qui permettent de gérer beaucoup mieux les fermentations, mais qui n'ont jamais été utilisées dans certains domaines viticoles. Mais néanmoins, voilà, il y a tout un tas d'inventions, mais je me tiens au point de vue du soufre parce qu'il me semble que c'est le plus exemplaire et qui permet aussi de parler de stockage, je vais y venir. Mais d'un point de vue technique, donc ce soufre, ce SO2, il va constituer un peu la cheville ouvrière du changement. Donc j'avais évoqué le rôle de l'État français aussi dans ce processus, ses intérêts commerciaux, celui de l'opportunité commerciale. Il faudrait au moins en invoquer très rapidement deux autres acteurs de taille, humains mais aussi autres qu'humains. Je vais y venir. Alors le premier, c'est la bourgeoisie française.
qui, bien sûr, partage les intérêts économiques de l'État. C'est souvent une bourgeoisie urbaine, une bourgeoisie de notaires, de banquiers, etc., de députés, même dans certains endroits, qui se retournent s'installer à la campagne, qui achètent des domaines, etc. Donc il y a des intérêts, en tout cas commerciaux, qui a aussi l'intérêt d'investir dans la terre pour asseoir sa légitimité, parce que c'est dans la terre qu'on ancrait traditionnellement les dynasties. Et en l'espèce, la vigne est une culture particulièrement intéressante, parce qu'elle permet de s'approprier des marqueurs symboliques qui étaient plutôt historiquement ceux de la noblesse ou du clergé en Bourgogne. Et elle va former donc une culture pérenne aussi, la vigne, à tous les sens du terme, un héritage qui se transmet, qui contrairement par exemple au houblon, aux céréales, qui pour la bière doivent se replanter chaque année, là on a une vigne qui peut perdurer sur des dizaines d'années, parfois même au-delà de 100 ans. Donc c'est cette bourgeoisie qui est exemplifiée dans la région bordelaise, mais dont on trouve des avatars un peu partout, qui va clairement le plus bénéficier des progrès de la conservation du vin et qui va le plus soutenir aussi ce progrès, parce que bien entendu, c'est une bourgeoisie capitaliste. Il y a déjà des exportations depuis Bordeaux vers l'Angleterre, mais le dioxyde de soufre, qui permet de conserver le vin, va aussi lui permettre de stocker, de gérer, de capitaliser dans le temps et de créer, je vais y venir, cette espèce de prototype, cette idée du vin de garde, du grand vin de garde, etc. Et donc c'est cette bourgeoisie qui est la principale promotrice du fameux modèle donc, des vins de garde, que nous connaissons bien aujourd'hui, en tout cas en fond, un modèle autour duquel l'ensemble de la vitiviniculture française moderne et contemporaine s'est progressivement structuré avec les AOP, les crus. Ça a commencé, on va y venir avec les crus, mais les AOP sont jamais que des crus en un peu moins bien. Donc ce modèle, moi je le qualifie plutôt par boutade, mais volontiers de modèle conservateur, au sens où il scelle les intérêts d'une population conservatrice et avec des conservateurs chimiques et des vins stables, disciplinés, stockage, et qui va permettre de développer tout ça. Alors bien sûr, les vins de garde, ils continuent d'évoluer, un peu comme les vins nature, mais sur un pas de temps, avec une temporalité très différente, qui n'est plus de quelques mois, comme je vous disais, d'un vin sans soufre. Ils sont considérablement ralentis. On va pouvoir garder les vins pendant des années et les ouvrir pour des événements de la vie sociale assez exceptionnels, un peu le contraire des sociabilités ludiques que j'évoquais tout à l'heure. Ouvrir une bouteille pour l'anniversaire du petit enfant, de la grand-mère, etc. Et lorsque vous ouvrez une de ces bouteilles, surtout dans les jeunes années, c'est des vins qui sont extrêmement stables et qui, contrairement aux vins nature, vont rester quasiment immobiles dans le temps de la dégustation, un peu à la manière justement d'un tableau. Et je vous disais tout à l'heure que dans la forme de la dégustation, l'objet par rapport auquel on se place, on est dans quelque chose de très différent. Donc ça va être un objet qu'on va détailler, décrire avec force de détail. Vous avez toutes et tous entendu parler de cette pompe un peu rhétorique qu'il y a autour de la dégustation de vin traditionnellement. Donc je dis ça aussi pour évoquer la forme d'esthétique associée à ces vins, donc qui est aussi très dépendante de leur stabilité, mais aussi de l'idéal de la garde et de la conservation que permet le soufre, que favorise le soufre. Il n'est pas seul. Cet idéal de la garde, il se traduit par exemple dans les vins tanniques, dans les tanins. C'est des types de vins que l'on disait par exemple charpentés, cette valeur des vins charpentés, puissant, des qualités qui favorisent aussi la conservation. Donc le fait que le vin soit charpenté, qu'il soit puissant, ça favorise la conservation, et qui ont été sélectionnés. Donc on a retardé les dates de vendange, par exemple, pour avoir des vins plus charnus. On a modifié les techniques de vinification avec des techniques de remontage, de macération, etc., qui permettent d'extraire les tanins, qui permettent de développer ce style de vin taillé pour durer, plutôt que de vin à boire. Qui dit plus de tanins dit aussi ramassage des raisins plus tardifs, donc je vous disais, donc vendange qui commence à s'attarder. Donc c'est pas le changement climatique. On parle beaucoup du changement climatique qui fait qu'il faut, aujourd'hui on est obligé de vendanger plus tôt parce que les vins ont trop d'alcool. En fait, avant que le changement climatique fasse monter les niveaux d'alcool des vins, c'est avant tout une sorte de canon esthétique de vin taillé pour durer qui a fait augmenter les niveaux d'alcool et donc qui a fait des vins plus alcoolisés. Donc on pourrait ajouter enfin le goût pour tous ces arômes dont vous avez peut-être entendu parler. Je parle des plus basiques, mais vanillés, toastés, boisés, tous ces arômes-là qui proviennent en fait du contenant dans lequel on conserve le vin, mais dans lequel on s'est mis à conserver la majorité des vins et qui est un bois tannique, qui a des tanins très fins, c'est vrai, très intéressant, qui est le chêne. Et donc, traditionnellement, on ne conservait pas tous les vins dans le chêne partout. Il y a des régions où on conservait dans le chêne, mais on s'est mis à généraliser la conservation en fût de chêne avec ce canon de vin de garde, et notamment qui nous venait du Bordelais. Vous savez probablement que les forêts françaises, après avoir été administrées pour la chasse et la construction navale, ont été mises en ce sens au service de la tonnellerie.
On a planté des arbres et donc des espaces de coupe, etc., de façon à avoir des arbres qui poussent de manière suffisamment régulière pour pouvoir faire des tonneaux, des variétés de chênes, etc., etc. Donc c'est vraiment toute la forêt française qui a suivi derrière tout ça. Donc tout ça pour dire qu'un peu à la manière où l'on pouvait comprendre l'émergence des vins nature d'une manière un peu matérialiste, on peut comprendre le développement des vins avec soufre, conservés, et certaines des spécificités de leur économie, de l'organisation, de leur esthétique, de la même manière, à partir de ces vins devenus plus stables, plus prévisibles et donc aussi plus disponibles. Donc des vins qui ont aussi des temporalités, comme je vous disais, étendues, qui correspondent plus à des temporalités des lignages humains qu'aux temporalités apéritives que j'évoquais tout à l'heure. Et que l'on peut donc des vins exporter à moindre risque, parce que de fait ces vins-là on peut les exporter à moindre risque, des vins que l'on peut enfin goûter à un endroit et vendre à un autre endroit en garantissant des qualités. Une spécificité des vins nature, des vins sans soufre, c'est que vous n'avez pas de notation quasiment, parce que c'est très compliqué, vous ne pouvez pas noter ce vin-là et garantir que la note que vous avez mise là, elle correspond à quelque chose que la personne va goûter dans 6 mois aux États-Unis. Donc ces vins, en revanche, avec soufre, ils permettaient comme ça de définir des critères de qualité, des standards un peu abstraits, stabilisés et assez réguliers, ce que les vins sans soufre ne permettent pas. Et donc toute une partie du marché aussi s'est développée, notamment du côté des États-Unis. Peut-être vous avez entendu parler de Parker avec les vins du Bordelais. Bon, c'était cette capacité à assurer un certain type de qualité et de garantir une certaine forme de vin. Donc j'avais évoqué enfin d'autres facteurs déterminants dans le développement de cette histoire viticole conservatrice, que je n'ai pas encore évoqué, je vais terminer avec eux. Ces facteurs, c'est d'une part les 2 guerres mondiales, et d'autre part la crise du phylloxéra. Donc la crise du phylloxéra, vous en avez entendu parler, c'est cette crise qui a décimé le vignoble français entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Donc elle a duré à peu près une quarantaine d'années, grosso modo, pendant laquelle on a fait pas mal d'essais, jusqu'à ce que progressivement s'impose la possibilité de greffer tout le vignoble sur pied américain, à partir éventuellement parfois de variétés qu'on avait déjà en France et d'autres fois non. Mais pendant les 40-50 premières années du phylloxéra, on a testé tout un tas de techniques, notamment l'inondation temporaire des vignes, puisque le phylloxéra est un parasite qui se noie avec l'eau, et notamment dans les sols sableux. Donc c'est aussi pour ça que dans les sols sableux, on a gardé des vignes pré-phylloxériques. Mais dans cette période, c'est aussi la période où on va planter beaucoup de vignes dans les vallées, dans les plaines, en fait, parce que précisément, on peut inonder dans les vallées et dans les plaines, ce qu'on ne peut pas faire sur les coteaux. Donc on va planter notamment dans les zones un peu défavorisées, dévalorisées de la viticulture, la plaine narbonnaise, mais dans plein d'endroits dans le Vaucluse, on va planter énormément de vignes dans les plaines pour pouvoir les inonder, pour essayer de tuer le phylloxéra. Donc il va y avoir un certain nombre d'essais qui vont être faits, plus ou moins concluants. Il y a même des gens qui à un moment prônent le fait de planter des vignes et en fait, en gros, les arracher parce qu'elles finissent par mourir. Donc on attend 3 ans qu'elles produisent, 4 ans, elles produisent 3-4 ans, puis après elles meurent et on replante. Donc bon, bref, on essaie plein de choses et puis finalement s'impose donc l'idée de planter sur... Puisque le phylloxéra est une maladie qui vient des Amériques, des États-Unis, on va planter sur des porte-greffes américains et à ce moment-là, on va pouvoir avoir des vignes plus pérennes. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette tabula rasa quasiment que provoque finalement le phylloxéra, c'est l'opportunité finalement pour l'État de surenchérir et de dire bon ben voilà, puisqu'il faut repartir de zéro, on va repartir de zéro d'une manière qui soit plus rationnelle que ce qu'on avait fait jusque-là et plus convenable. Donc à chaque fois, en effet, ces événements, et c'est pareil un petit peu avec les 2 guerres mondiales, même si les enjeux sont plus, disons, spécifiquement économiques, mais c'est des événements qui vont constituer à chaque fois des leviers déterminants pour, je dirais, rehausser le niveau de rationalisation et de mise sous contrôle de la vitiviniculture, puisque l'urgence économique implique que bon, ben voilà, il va falloir produire mieux, plus, avec plus de sécurité, etc. L'urgence économique, c'est, dans une perspective d'anthropologie politique, un puissant outil de gouvernement. Elle permet de faire passer des mesures. Elle soutient l'idée qu'il n'y a pas le choix, et je mets l'expression entre guillemets, bien sûr, parce que je pense qu'il y a toujours le choix, mais que néanmoins, l'urgence d'agir, l'urgence à agir, elle favorise évidemment celles et ceux qui ont le pouvoir d'agir, et c'est souvent une brèche dans laquelle les États s'engouffrent. Et on voit en tout cas dans l'histoire du vin que ces événements, à chaque fois, ils servent de prétexte pour augmenter la pression, le contrôle sur la viticulture, et pour une rationalisation augmentée. Donc évidemment, tout ça se passe par seuil, on n'est pas dans un... Il y a des résistances, mais la tendance, on va dire, centrale, c'est celle d'une augmentation de la pression et du contrôle sur la viticulture. Donc ces moments vont faciliter ce que j'appellerais une plus grande dépendance au sentier,
c'est-à-dire ce choix finalement, ce choix qui au départ est central, qui n'est pas central, mais qui va être centralisé, qui va être généralisé, qui est celui de l'État, d'une viticulture administrée, spécialisée, modernisée. Et ils vont contribuer aussi, cette dépendance au sentier, évidemment, quasiment par effet de fait, elle va contribuer à marginaliser aussi toutes les propositions un peu alternatives, même s'il y en a toujours eu et qu'il y en a toujours, mais néanmoins, elle va les rendre de plus en plus difficiles. Et aujourd'hui, j'y reviendrai, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de sortir et de se dégager en fait de cette imposante proposition de dépendance organisée jusque dans les systèmes d'endettement. J'y reviendrai. Alors pour extrapoler et prolonger un peu tout ça maintenant, je dirais que moi, c'est très spécifiquement à ces moments, de manière plus générale aujourd'hui, de rationalisation et d'accroissement du contrôle de la domination que je m'intéresse dans mes recherches désormais, au-delà de la viticulture, au-delà du vin. Donc des moments où on va avoir une forme de pression qui s'exerce sur un domaine et qui souvent se double d'une limitation des opportunités de fuite ou des alternatives, des possibilités de faire autrement en dehors. Et ensuite, c'est en tout cas l'objet de mes recherches, et là j'en suis plutôt, disons, on va dire, dans une période un peu exploratoire, mais d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe à chaque fois dans ce genre de moment, quel type de réponses, sont apportées par les groupes humains, par les sociétés humaines. Alors j'étais même tenté, je vais vous dire pourquoi, de réfléchir à ces questions en considérant ces pressions que je viens d'évoquer comme des pressions de sélection, et en essayant de penser le changement donc, dans le cadre d'une histoire naturelle ou d'une perspective darwinienne au sens large, en mesurant bien à la fois le caractère expérimental de cette affaire, mais néanmoins l'intérêt de parler de pression de sélection, en tout cas. Donc j'ai choisi de parler de pression de sélection. C'est d'une part pour l'anthropologue que je suis et qui s'intéresse, qui fait du comparatisme, c'est d'établir une sorte de continuité, c'est-à-dire de dire au fond ce qui m'importe c'est moins la source de la pression, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est, je vais y revenir, est-ce que c'est un événement naturel, etc. Mais c'est le fait, plutôt l'effet pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a une pression qui s'exerce et qui tend à orienter ou pas, en tout cas qu'il y a une proposition plus ou moins imposante et imposée d'orienter les comportements dans un sens ou dans l'autre. Et en ce sens, la pression de sélection, donc, elle me permet d'établir une continuité dans le temps long en me disant, bon, ben voilà, je vais m'intéresser à des événements où il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passe pour pouvoir comparer un petit peu le type de réponses qui sont apportées et qui, si je le disais très vite dès maintenant, on retrouve quand même toujours un petit peu des schèmes qui sont plutôt des schèmes, on va dire, d'un côté une forme de comportement de type opportuniste, pragmatiste, et de l'autre, un comportement plus spécialisé et plus avec une infrastructure plus développée, mais je vais y revenir dans quelques instants. Donc, pression de sélection pour qualifier avec distance et, je veux dire objectivement, mais sans préjuger de l'origine de la force, simplement du fait qu'il y a quelque chose qui s'exerce ici. À savoir, en gros, donc, ce qui se passe, c'est, dans les cas que j'étudie, c'est une diversité ou une hétérogénéité de propositions très situées, souvent, au sens où elles vont être plutôt très adaptées à leurs circonstances, à des lieux, en général de petite échelle, ou enfin de grande échelle, pour être exact, qui vont être, à un moment, réduites autour d'une orientation plus commune. Donc le qualificatif de pression sélective, de pression de sélection, il va permettre aussi de ne pas séparer dans ce genre de réflexion ce qui relève de l'environnement, en tout cas de ne pas le séparer a priori, de ce qui relève de l'environnement, du climat par exemple, je vais y revenir, de ce qui relève de la politique dans ces histoires. Parce qu'en général, on observe plutôt que ces pressions de sélection, elles relèvent de ces deux ordres. Aujourd'hui, comme je vous disais, finalement, le phylloxéra, il sert d'opportunité au pouvoir politique à un moment pour venir se greffer dessus et en rajouter d'une certaine manière une couche dans le même sens, quoi. Donc, parce que le politique donc, s'appuie sur le levier environnemental, sur cette idée de faire levier pour faire passer une certaine forme de continuité plutôt qu'une autre, pour inviter à une certaine forme de continuité ou pour obliger à une certaine forme de continuité plutôt qu'à une autre. En viticulture, ça va se traduire par exemple tout simplement par des subventions ou de l'endettement. C'est la dépendance au sentier et à cette adaptation un petit peu forcée, elle se fait comme ça, elle va faire rentrer celles et ceux qui auraient des velléités de chemin de traverse ou contradictoires dans le rang. Elle va augmenter aussi leur dépendance au sentier. C'est
Aujourd'hui, on dit aux vignerons, si vous plantez tel type de vigne, on vous subventionne. Si vous plantez ce que vous voulez, vous n'aurez pas d'argent. Si vous agrandissez votre cave et que vous acceptez de produire plus, on vous finance, on vous endette à des taux raisonnables, mais beaucoup. Sinon, vous vous débrouillez, etc., etc. Donc ça, c'est la politique de l'appâtement, mais évidemment, c'est toujours très entremêlé avec l'obligation. Et donc, on va augmenter la dépendance au sentier des vignerons et des vigneronnes comme ça. Et ce que je vous disais, d'autre part, on va rendre de plus en plus compliquées les possibilités alternatives. Les AOP, les AOC, que vous connaissez toutes et tous, ont fait ça aussi, c'est-à-dire elles ont créé des sortes de bulles spéculatives et des camisoles, des prisons de luxe, duquel il est très difficile de se sortir. Aujourd'hui, il y a énormément de vignerons, viticulteurs, viticultrices qui veulent sortir, parce que ce sont quand même des carcans techniques assez avancés, quoique l'INAO soit peut-être un peu en train de s'assouplir aujourd'hui, mais c'est très compliqué d'en sortir puisque les AOP sont venus avec une augmentation des tarifs, mais avec des niveaux d'endettement. Et aujourd'hui, si vous voulez en sortir, il y a certains endroits où c'est quasiment impossible, à moins d'avoir les reins très 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 solides. Donc à l'heure actuelle, on voit ça très bien aussi, et c'est l'exemple que je voulais prendre pour aller assez vite, mais avec ce changement climatique, donc j'évoquais la composition, l'alliance en quelque sorte entre les forces de la nature et les forces politiques, mais le changement climatique, en viticulture, en agriculture d'une manière générale d'ailleurs, la plupart du temps, il vient nourrir la surenchère plutôt que faire réfléchir aux alternatives. Donc je prends un exemple, mais parce que je le trouve assez joli, mais il y en aurait plein d'autres. L'exemple de la Catalogne. En France, c'est une zone viticole à laquelle je m'intéresse et dans laquelle il y a vraiment... il pleut plus, quoi. Donc il y a vraiment un gros problème. Il n'y a plus d'eau, ou il y a vraiment de moins en moins d'eau. Et on a grosso modo 2 ordres de réponse chez les viticulteurs, viticultrices, avec toute la diversité qu'il y a dessous, mais 2 grands ordres de réponse. Et le premier ordre, c'est le principal, c'est celui que j'évoquais là, c'est celui de la dépendance au sentier et aussi la surenchère de moyens, d'infrastructures. C'est, on nous dit, en fait, on va détourner le Rhône et vous allez pouvoir arroser. Et comme ça, on va pouvoir continuer à produire, grosso modo, de la même façon, toutes choses égales par ailleurs. On va répondre donc techniquement au problème. C'est un peu le technosolutionnisme, mais il y en a des centaines de milliers de déclinaisons en viticulture. Mais celle-là, cette idée d'encore aller détourner le Rhône, je la trouve quand même assez fascinante. Et dans cette idéologie voilà, technosolutionniste et progressiste. Le deuxième ordre de réponse, à la fois beaucoup plus anecdotique en nombre, mais je trouve beaucoup plus intéressant par sa diversité, le nombre de propositions qu'il fait, il consiste à dire, bon, bah, voilà, hein, il n'y a plus d'eau, il ne va pas y en avoir plus demain, effectivement, donc en fait, il va falloir se débrouiller avec, quoi. Donc il va falloir se débrouiller avec, ça veut dire, d'une part, bon oui, il va falloir s'adapter, trouver des variétés, diversifier les cultures, mais ça veut dire aussi, par exemple, peut-être un jour abandonner la viticulture. Donc ça veut dire penser la viticulture d'aujourd'hui, peut-être pour sa disparition après-demain, mais aussi la penser, repenser des formes de pluriactivité, donc de pluralisation, de diversification de l'activité. Donc on va replanter d'autres formes d'arbres, on va réintégrer les vignes, la vigne aujourd'hui c'est devenu une monoculture presque parfaite. Il y a, au milieu du 19e siècle, il y a beaucoup d'endroits en France où les vignes étaient mélangées avec des arbres fruitiers, avec des plantes, il y avait beaucoup moins de monoculture. Donc on en revient un petit peu à cette idée que ben oui, il faut se diversifier pour moins dépendre de la vigne, mais aussi on peut voir même des gens qui vont se diversifier en termes d'emploi, qui vont dire en fait il faut que je gagne ma vie aussi peut-être autrement. Donc je vais avoir moins de surface de culture et puis je vais faire autre chose, quoi. Éventuellement trouver un mi-temps ici, un quart-temps là, faire de la formation, enfin voilà. Il y a tout ce bouillonnement en fait qui est assez intéressant et qui correspond plus moi à ce que j'appellerais une forme de comportement opportuniste, pragmatiste, qui par ailleurs sont, d'un point de vue infrastructurel, beaucoup moins lourdes et qui, à mon avis, posent beaucoup moins de problèmes climatiques à terme, qui sont beaucoup plus, finalement, qui font avec, qui composent avec la dynamique et les logiques climatiques, plutôt que de vouloir absolument maintenir les choses, voire même augmenter, parce qu'il faut toujours continuer à accroître. Donc, voilà. En tout cas, et c'est évidemment pas le comportement qui est favorisé, je vous disais que c'est très difficile, en fait, de faire exister ce genre de choses, parce que là, vous n'avez pas de subventions. Vous ne pouvez pas compter, en tout cas, sur des subventions, sur de l'aide, etc. Vous pouvez compter que sur vous. La Catalogne, c'est encore une région où ça peut à peu près marcher parce que le prix du foncier n'est pas trop élevé. Mais par exemple, dans les Côtes-du-Rhône où je travaille, le prix du foncier est tellement élevé que vous ne pouvez pas faire ça, tout simplement. C'est impossible. C'est beaucoup trop cher. Le foncier. Donc moi, si je parlais d'histoire naturelle, c'est parce que cette deuxième population, je vous disais, les deux finalement, mais illustrent un peu cette tendance du vivant parfois à se diversifier et à s'adapter au coup par coup, au cas par cas. Parce que là, vous avez de la micro-adaptation. On en revient aussi au motif de la singularité. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui sont vraiment dans cette quête quasiment d'adapter parfois
1 hectare, un demi-hectare, comme ce qu'on peut voir en Bourgogne qu'avaient fait les prêtres catholiques il y a longtemps de ça, c'est-à-dire des parcelles vraiment extrêmement identifiées, des microclimats, etc. Donc des adaptations très fines et très localisées à des pressions, disons, beaucoup plus diverses, beaucoup moins générales et beaucoup moins sans pression comme ça centrale. Et au fond, il me semble même que c'est la généralité des pressions de sélection et leur intensité qui consiste à la fois dans l'exercice du pouvoir lui-même, mais aussi dans la capacité de fermer les alternatives, qui est particulièrement caractéristique et remarquable dans les mondes contemporains et dans la haute modernité. C'est la capacité à forcer un certain type d'adaptation, sans égard finalement pour la diversité des possibles. Et je dis un certain type parce que l'exemple du Roussillon le suggérait, il y a donc 2 grandes formes de comportement, l'un plus opportuniste et l'autre plus spécialisé. Elle consiste donc, cet opportunisme, à essayer de faire au mieux avec les circonstances, mais aussi et par conséquent de remettre en cause la téléologie, la finalité de l'action. C'est-à-dire que produire du vin, ce n'est plus, dans beaucoup de ces cas, une fin en soi. Et c'est l'idée qu'il va falloir abandonner l'idée que produire du vin, ça peut être une fin en soi, mais même qu'avoir une activité spécialisée, ça peut être pertinent. C'est plutôt le fruit, donc, d'un comportement peu spécialisé et très contingent, ce qu'on voit là, c'est-à-dire d'une diversité d'objectifs. Et l'autre attitude, elle va être plus spécialisée, c'est celle qui prévaut, donc, et qui est soutenue par les pouvoirs publics, mais on a vu avec l'exemple des vins sans soufre, que l'opportunisme, il arrive quand même malgré tout à se ménager des espaces et à créer des conditions favorables à son déploiement. Bon, ça, c'était pour le cadre général que je souhaitais vous exposer, mais puisqu'il était question aussi de temps long dans mon titre, je voudrais profiter des quelques minutes qui me restent pour finir un peu là-dessus, avec une sorte d'élargissement, justement, un peu dans cette perspective que j'évoquais tout à l'heure, de penser les formes de pression et de changement dans le temps long, en élargissant notamment à la question de la domination de la nature, entendue comme pression de sélection. Et finalement, cet exemple viticole, je le trouve intéressant pour ceux qui le permet de penser l'intensification de la pression que les modernes exercent sur la nature, d'une certaine manière, du contrôle de la pression, mais aussi dans une perspective comparatiste, parce qu'il invite à réfléchir à tous les moments, je vous disais, assez nombreux, comme la néolithisation, mais il y en a eu beaucoup d'autres, où l'emprise et le contrôle sur les milieux, à un moment, s'intensifient, à des seuils, évidemment, qui sont extrêmement variables, mais néanmoins, un moment identifié et identifiable d'intensification. Et ce qu'il me semble que les exemples que j'ai évoqués suggèrent, d'une part, c'est que, bon, alors d'abord de dépsychologiser évidemment les lectures du changement social, de l'évolution sociale. Et il faut une force, une pression, un levier, souvent externe, pour que des populations se résolvent à intensifier leur emprise sur leur environnement. C'est parce qu'il faut développer le commerce, c'est parce que le gouvernement français commence à avoir les moyens de traduire cet objectif en injonction, que les viticulteurs vont commencer à se mettre à produire plus, à contrôler mieux, à rationaliser leurs pratiques, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Et cela, même s'il faut toujours le rappeler, certains acteurs donc, parviennent à échapper à ce mouvement. Et au fond, personne ne se lève le matin pour dominer la nature en soi, mais en général, ce qui me semble constater, c'est qu'il y a toujours cette idée d'un levier, des raisons qui peuvent être donc économiques, politiques, environnementales et démographiques, bien évidemment, on pourra y revenir. Mais Pierre Clastre et Marshall Salins, dans leur perspective anarchiste, disaient que l'économie des sociétés traditionnelles était fonction globalement de leurs besoins fondamentaux. Alors il y avait des dépassements, mais quand il y avait des dépassements, ils étaient plutôt temporaires, sporadiques, etc. Et la question c'est pourquoi est-ce que des dépassements temporaires, sporadiques, à un moment se stabilisent et se généralisent. C'est vraiment la question que j'essaie de poser ici. Et que pour donc que ces sociétés en quelque sorte acceptent de sortir de ces états d'inertie, pas inertie mais au sens de cette idée au fond que la production n'est pas au centre du monde, mais qu'elle est importante, mais qu'une fois qu'en quelque sorte on s'en est débarrassé, on passe à autre chose, il fallait l'intervention d'un pouvoir extérieur, dans le cas de Pierre Classe, un pouvoir coercitif, le pouvoir colonial, qui vient obliger essentiellement, mais on pourrait dire que ce pouvoir est probablement plus pluriel que ça, il marche parfois par attraction aussi, donc j'évoquais les systèmes d'endettement qui sont des manières d'appâter, voilà, il y a tout un tas d'autres manières de faire, mais ce qui importe aussi, je me dirais même plus généralement, ce que disait Lévi-Strauss, c'est qu'il y ait un écart différentiel, quelque chose à un moment qui fasse appel d'air, et ensuite qui soit stabilisé, parce qu'on va construire une infrastructure, qu'elle soit institutionnelle ou matérielle, qui va venir tenir et faire exister ces moments sporadiques d'excès, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, d'overlap, pour une durée plus importante. Donc c'est cet écart qui fait levier et qui va proposer des développements. Il peut être symbolique aussi, la compétition, le conflit, la schismogénèse, Gregory Bateson disait, sont des éléments aussi d'écart différentiel.
Donc si je ramène ces observations à la question de la domestication, que j'évoquais un peu tout à l'heure indirectement, ça pourrait permettre, je me dis parfois, de mieux comprendre pourquoi, pendant 2000 ans, les humains du Proche-Orient savent domestiquer, ils sont techniquement aptes, ils savent même faire de l'agriculture, mais qu'ils ne domestiquent pas plus que ça. Et pourquoi d'ailleurs beaucoup d'humains sur la Terre, même encore aujourd'hui, mais dans toute l'histoire, partout dans le monde, ont effectivement domestiqué des plantes et des animaux, mais pas plus que ça. Et en cela aussi, l'exemple des vins sans souffle, je trouve qu'il est intéressant, même si je sais bien qu'il faut toujours se méfier, mais je trouve intéressant de voir qu'en plein cœur de la modernité, des gens qui ont techniquement parfaitement les moyens de faire techniquement comme on aurait l'impression qu'il faudrait faire, n'éprouvent pas plus le besoin que ça de mieux contrôler, de mieux dominer. En général, d'ailleurs, ils passent, et c'est intéressant, ces gens-là, encore aujourd'hui, pour des irrationnels, des extrémistes, ou même, j'ai entendu récemment, ce que je trouve proprement, je ne vais pas dire scandaleux, mais des immatures. C'est immature, en fait, d'avoir cette idée, finalement, qu'on ne serait pas forcément obligé d'en passer par tout l'arsenal technique de la modernité. Donc j'espère que vous avez compris que moi, je suis technocritique, mais je ne suis pas un technocritique bête et méchant. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut retourner comme on nous renvoie souvent à l'âge des cavernes. Mais néanmoins, je pense que c'est intéressant d'avoir ce genre d'exemple qui montre qu'en réalité, il n'y a rien de naturel et de forcément normal à cette inflation qu'on vit aujourd'hui et cette accélération. Finalement, ce qui justifie qu'on ne domine pas plus la nature ou qu'on ne rationalise pas plus le rapport, c'est avant tout parce que, je dirais presque basiquement, parce qu'on n'a pas de raison de le faire. Ce qui peut se traduire, à mon sens, par le fait que d'une façon ou d'une autre, on est dans une situation où on n'est pas subordonné à une pression de sélection en particulier, ou bien qu'on peut lui échapper. Parce que la possibilité d'échapper est très importante. Peut-être qu'on pourrait réfléchir aux chasseurs-cueilleurs qui avaient aussi la possibilité d'échapper parfois à des pressions qui s'exerçaient sur eux sur elles. Aujourd'hui, pour nous, c'est beaucoup plus difficile d'échapper à ces pressions, notamment quand elles sont politiques. On a donc une diversité de petites pressions à laquelle il convient d'apporter une diversité de réponses. Dès lors, il va s'agir de diversifier les raisons de l'activité et peut-être les motifs de l'adaptation. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait écho à une autre observation que je me suis souvent faite dans les vignes aujourd'hui, en côtoyant notamment certains viticulteurs et viticultrices qui sont profondément, je dirais, j'emploie le mot entre guillemets, mais écologistes, beaucoup plus que vous, que moi et que nous tous, qui ont des idées très écologistes, mais qui sont absolument farouchement contre l'écologisation de l'agriculture et de la vitiviniculture. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils refusent par-dessus tout, c'est la réduction de leurs pratiques précisément à un seul enjeu. C'est le mot que j'emploierais, débile, que de nous dire qu'il faudrait tout réduire d'une certaine manière à la question écologique. Le vin, on ne peut pas le réduire à la question écologique. Ce n'est pas qu'une question écologique, pas plus que c'est qu'une question commerciale, pas plus que c'est qu'une question, etc. Donc c'est vraiment le réductionnisme en soi, la spécialisation qui rejette, il me semble, en tout cas c'est l'interprétation que j'en fais, et pas l'écologie, parce que ce sont des écologistes, ils n'utilisent pas de pesticides quand ils peuvent ne pas en utiliser. Voilà, malgré quelques contradictions, je vous disais, mais qu'il y en a pas mal qui vivent relativement bien. Donc, ce ne sont pas non plus des extrémistes, fascistes, fondamentalistes. Ça devient de plus en plus difficile, évidemment, je le disais, d'échapper à ce réductionnisme aujourd'hui, où j'ai un peu l'impression parfois, je le regarde avec recul, mais qu'on caricature l'idée de la sélection naturelle, justement, de Darwin, qui avait cette idée finalement d'une sélection naturelle, il me semble, qu'elle a pour vocation, enfin c'était un concept qui synthétise un ensemble de forces, une diversité qui sert plus à parler a posteriori, et encore une synthèse donc, qui s'exerce sur des caractères qui apparaissent de manière aléatoire. Le projet moderne, il me semble qu'il réduit donc la diversité de la sélection, l'idée même de sélection, sa complexité, le fait qu'en fait, il n'y a quasiment pas grand-chose qui est sélectionné en fait, à l'arrivée, ou en tout cas, le pas de temps de la sélection, il est extrêmement long. Et de plus en plus, bien sûr, la réduction aussi de cette part d'aléatoire. Et je terminerai là-dessus. Le mois dernier, je crois que c'était le 5 décembre, le Conseil européen a voté l'autorisation pour le développement des plantes issues des nouvelles techniques génomiques, vous avez peut-être entendu parler de ça, dans l'Union européenne. Alors contrairement aux OGM transgéniques, ces plantes n'incorporent pas de génome étranger, leur génome est simplement modifié, il est édité, selon le terme consacré, à l'aide de techniques de mutation, d'insertion ciblée du génome, de modulation de l'expression des gènes ou de ciseaux génétiques.
Et l'on vient de cette manière, je dirais, contracter toujours un peu plus la part d'aléatoire. Jusque-là, les plantes, je pense que vous le saviez, notamment pour sélectionner de nouvelles plantes, qu'est-ce qu'on faisait? On les bombardait de rayons bizarres, etc. On suscitait des mutations et quand on en trouvait une intéressante, hop, on créait une variété, on faisait ça dans des endroits, on les mettait sous pression. Mais même ça, finalement, c'était un peu insuffisant. Et donc, j'ai quand même le sentiment que ces nouvelles techniques génomiques viennent encore un peu plus réduire, justement, voilà, la part d'aléatoire et finalement de battement, le pas de temps, le flottement, je ne sais pas comment il faut, voilà. Et de ce point de vue, oui, je reste un petit peu technocritique. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention.